Bienvenue dans le débat. C'est l'affrontement direct entre Israël et l'Iran, le plus meurtrier depuis des décennies. 4e jour de la guerre entre Israël et l'Iran. Israël bombarde le siège de la télévision d'État à Téhéran après avoir demandé d'évacuer la zone. L'Iran a condamné. Israël avait affirmé avoir frappé le centre des commandements des forces d'Al-Quds et dit avoir pris le contrôle du ciel de Téhéran. L'armée israélienne dit aussi avoir identifié des tirs de missiles iraniens dans le nord du pays. L'Iran, de son côté, demande aux habitants de Tel Aviv d'évacuer. Elle a tiré, l'Iran, des missiles sur plusieurs grandes villes d'Israël, à Bat Yam, en banlieue sud de Tel Aviv, mais surtout au centre de Petar Tikya et à Haïfa, où la plus grande raffinerie en Israël a été touchée. Côté diplomatique, le G7 s'est ouvert au Canada. Cette guerre Israël-Iran est au cœur de ce sommet. Trump dit regretter que la Russie ait été exclue du G7 et l'Iran doit négocier immédiatement avant qu'il ne soit trop tard, a ajouté donc le président américain. Poutine et Recep Tayyip Erdogan appellent quant à eux à la cessation immédiate des hostilités. Par ailleurs, l'Iran souhaite, d'après le Wall Street Journal, discuter avec les États-Unis et Israël d'un arrêt des hostilités via des intermédiaires arabes. C'est en tout cas ce que dit le journal américain. Alors, quel est l'objectif de Netanyahou et jusqu'où ira la riposte iranienne? Quels sont les risques d'embrasement? Que veut Trump? Y a-t-il une place pour la diplomatie? Quelle est la position française et celle de l'Europe? Et puis, quid des pays arabes? Jusqu'où ira l'escalade? On pose cette question à nos invités. Adel Bakawan est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, directeur du European Institute for Studies in the Middle East and North Africa, auteur de La décomposition du Moyen-Orient, et c'est aux éditions Talendier. Bienvenue dans le débat. En face de vous, Shirley Sidbon est avec nous ce soir. Bonsoir Shirley, une journaliste à France 24. Merci d'être là. Ce soir, Bahareh Akrami est avec nous. Bonsoir. Merci d'être là. Illustratrice française d'origine iranienne. Vous êtes fils de réfugiés politiques iraniens. Vous avez illustré le roman graphique Femme, Vie, Liberté, coordonné par Marjane Satrapi et paru donc en septembre 2023. Bienvenue à vous. Michel Duclos est avec nous ce soir. Bonsoir. Vous êtes conseiller géopolitique et diplomatie à l'Institut Montaigne, ancien ambassadeur de France en Syrie. Votre dernier papier, monsieur l'ambassadeur, pour l'Institut Montaigne, justement, Israël-Iran, les Européens à contre-emploi. Je le cite et vous pouvez le trouver donc sur le site de l'Institut Montaigne. On va regarder avant de démarrer la carte Iran-Israël. Israël qui a visé donc des sites nucléaires iraniens comme le site d'enrichissement d'uranium de Natanz et 2 infrastructures énergétiques, une raffinerie pétrolière, une réserve de gaz. À Téhéran, un immeuble résidentiel dans le nord a été touché et l'aéroport de Tabriz dans le nord du pays. Israël a éliminé une dizaine de généraux iraniens dont la seconde personnalité la plus importante après Ali Khamenei, le guide suprême. Du côté iranien, l'Iran donc a riposté avec l'envoi de centaines de missiles balistiques sur Israël, Bat Yam en banlieue sud de Tel Aviv, Kiryat où se trouvent des infrastructures militaires, et puis le centre de Petar Tikya et de Haïfa où la plus grande raffinerie donc d'Israël a été touchée. Il y aura au total donc 224 morts en Iran selon le ministère de la Santé et 1400 blessés iraniens. Du côté d'Israël, on parle de 24 morts côté israélien, d'une centaine de blessés. On fait un point en images avec Florent Rodeau. Cette présentatrice de la télévision iranienne est en direct quand soudain, une forte explosion retentit. Ce lundi, l'ouest de la capitale iranienne a été le théâtre de nouvelles frappes israéliennes. Depuis la base aérienne de Tel Nov, Benyamin Netanyahou l'assure, son armée contrôle désormais le ciel de Téhéran. Nous sommes en passe d'atteindre nos 2 objectifs, éliminer la menace nucléaire et celle des missiles. Lorsque nous contrôlons le ciel de Téhéran, nous frappons les cibles du régime. Nous disons aux résidents de Téhéran, évacuez vous-même. Nous sommes sur le chemin de la victoire. Défiguré par un missile iranien, voici à quoi ressemble désormais ce quartier d'Haïfa en Israël. Ici, la déflagration a été puissante, en témoignent ces carcasses encastrées de voitures calcinées. Les habitants ont eu très peur. On s'est réfugié dans l'abri et quelques minutes après, on a entendu un gros boom. On a compris que c'était très proche. J'étais avec ma fille, elle a 5 ans. Elle a commencé à pleurer, elle était paniquée.
Ce lundi, pour la 4e journée consécutive, l'Iran a visé plusieurs grandes villes israéliennes à l'image de la grande banlieue de Tel Aviv, une ville que les autorités iraniennes appellent à évacuer au plus vite. Une riposte à la vaste offensive lancée vendredi dernier par l'État hébreu, désireux de vouloir empêcher Téhéran de se doter de l'arme atomique. Image à l'appui, l'armée israélienne indique avoir détruit dans la nuit de dimanche à lundi des dizaines de drones lancés en direction de son territoire. Sur ces autres images, un convoi transportant selon l'État hébreu des missiles solaires, il a été détruit par une frappe. Israël, qui depuis vendredi indique avoir visé des dizaines de sites de missiles sol-sol, ainsi que des installations militaires dans l'ouest de l'Iran. La déclaration de l'Iran. L'Iran promet de continuer à frapper Israël jusqu'à l'arrêt des attaques. Ça vient de nous parvenir. Adel Bakawan, est-ce un moment de bascule ? Non. Non. On est dans la réciprocité des attaques. On est dans la maîtrise de la conflictualité et de ses orientations. On n'a pas basculé. On a une certaine visibilité. On bascule au moment où les Iraniens perdent la raison d'État. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire les Iraniens, les diplomates avec qui je discute régulièrement, saisissent parfaitement la complexité du contexte. C'est-à-dire tant que les États-Unis d'Amérique ne sont pas entrés dans cette guerre directement, ils sont parfaitement en mesure de gérer la conflictualité. C'est pourquoi il faut absolument, je parle d'une manière neutre, Stéphanie, ce n'est pas une prise d'opposition, c'est pourquoi ils pensent qu'ils doivent absolument déployer tous les moyens pour éviter d'attaquer les 40 000 soldats américains au Moyen-Orient, en Irak, au Bahreïn, au Koweït, etc., dans les autres pays. Ça peut être un point de basculement. Bahereh Akrami, les Iraniens ont été surpris. Vous voulez dire la population ? Oui. Oui, je pense qu'ils ont été surpris, même si ça fait quand même quelques mois qu'on sait que des frappes vont toucher le pays parce qu'on en a entendu parler. Mais oui, je pense qu'en fait, les Iraniens ne s'attendaient pas à ce que la guerre arrive aussi soudainement chez eux. Au début, quand les frappes, ils ont appris qu'elles avaient touché donc des dirigeants. C'est vrai qu'une partie de la population était plutôt contente, mais après, très vite, quand ça a touché des civils, tout a changé en fait dans l'esprit de la population. Parce qu'ils sont nombreux à s'opposer au régime, mais pour autant, ils ne soutiennent pas forcément les frappes. La majorité de la population est opposée au régime, et effectivement, ils ne soutiennent pas les frappes. Et dans les images qu'on a vues, là, on a vu beaucoup de sites, de sites militaires bombardés par Israël, mais on n'a pas vu aussi les images des immeubles et des hôpitaux, notamment genre aujourd'hui, il y a un hôpital qui a été touché. Donc c'est un dommage, comme on dit, collatéral, mais il y a quand même un hôpital qui a été touché à Téhéran, quoi. 2 prix Nobel appellent à la fin des hostilités militaires, donc je les cite, j'imagine que je ne sais pas si c'est justement celle qui est en prison aujourd'hui. Alors oui, elle était en prison, elle a été Narges Mohammadi, le prix Nobel de la paix qui est actuellement en Iran et qui a été libéré sous caution, et Shirin Ebadi qui elle est à l'étranger en exil. Ils ont appelé aujourd'hui, ils ont fait un communiqué effectivement pour appeler à la fin de la guerre, à la fin de l'enrichissement aussi de l'uranium, et parce que le mot d'ordre en fait dans la population iranienne, c'est vraiment ni guerre ni nucléaire. Charlie Sidbon, alors côté Israël justement, d'abord quel est l'impact, comment a réagi la société israélienne ? Est-ce qu'elle fait bloc derrière le gouvernement cette fois ? Alors d'ailleurs c'est intéressant parce qu'en Israël c'est un peu l'inverse par rapport à ce qu'on montre, ce qu'on voit. En Iran, globalement, on ne voit pas, donc, comme vous dites, que les zones civiles et résidentielles qui sont touchées. Donc, en Israël, c'est l'inverse. Lorsqu'il y a des zones militaires ou de sécurité qui sont visées, ce n'est pas montré. Vous avez parlé tout à l'heure de la Kyria, il n'y a aucune image de ce genre. Et d'ailleurs, j'ai entendu à la télévision israélienne où les journalistes disaient « on n'est pas supposé le dire, mais c'est sur les réseaux sociaux ». Évidemment, c'est quelque chose il y a beaucoup de non-dits dans cette guerre, beaucoup de communication et beaucoup de non-dits. Alors, comment est-ce que c'est reçu ? Évidemment que c'est très violent. Évidemment que personne... Je pense qu'il y a une crainte, justement, que ça ait une situation où il y a trop de colère du côté des Iraniens et finalement
créer une sorte d'unité. Donc à la fois, les Israéliens sont contents de voir que des sites nucléaires sont touchés, même s'ils ne sont pas détruits, parce qu'Israël n'a pas la capacité de les détruire. On va y revenir. Elle peut endommager, mais pas détruire sans les Américains. Et c'est très complexe, et c'est un peu partout sur le territoire, et c'est profond. Mais en même temps, le fait que des missiles soient détruits, que de lance-missiles soient détruits, le fait que des sites, le fait que cette pression puisse peut-être faire basculer les négociations derrière avec le régime sur le nucléaire, ça, la population quand même dit que c'est peut-être une évolution qui pourrait aboutir sur quelque chose, mais elle pourrait aussi aboutir sur l'inverse, sur plus de violence et une escalade. Netanyahou qui affirme à l'instant que tuer le leader, donc le guide suprême iranien, entraînerait la fin du conflit. C'est ce qu'il vient de dire. Donc entre viser les sites nucléaires et finalement tuer le guide suprême, ce que souhaite Netanyahou, c'est d'abord faire tomber le régime. C'est très différent. Et en même temps, vu que Netanyahou, il ne peut pas tout seul détruire le nucléaire, il se dit, enfin, c'est ce qu'il dit lui, je ne dis pas qu'il a raison, évidemment. Il a des objectifs pour lesquels il ne dispose pas les moyens. Détruire la bombe, changer le régime. Ni pour la destruction du programme nucléaire, ni pour le changement de régime. Benjamin Netanyahou, le gouvernement israélien, n'a pas les moyens. Il a besoin d'une intervention extérieure, à savoir l'intervention américaine. Même sur la chute, les Américains n'ont pas pris leur décision. Même sur la chute du régime, Michel Duclos, parce que dans la presse, il était dit que c'est finalement Trump qui l'aurait dissuadé de tuer Ali Khamenei, justement, le guide suprême iranien. C'est une probabilité forte. Votre question, c'est est-ce qu'il va y avoir changement de régime ? Oui, est-ce que d'abord, c'est vraiment ce que souhaite Netanyahou, il a l'air de le dire, et est-ce que finalement, c'est Trump qui l'aurait empêché parce qu'ils ont tué un certain nombre de commandants. Ça c'est anecdotique. De tuer le guide suprême, Ali Khamenei. Je veux dire, c'est anecdotique, en ce sens qu'on ne sait pas ce que Trump a dit, ce que Netanyahou lui a voulu, etc. Enfin, il a l'objectif peut-être de le faire, Netanyahou, aujourd'hui. Ce qui est clair, c'est qu'effectivement, parmi les objectifs de Netanyahou, il y a le changement de régime. Ça me paraît incontestable. Et s'il voulait ne s'en prendre qu'aux installations nucléaires, il ne s'en prendrait qu'aux installations nucléaires. Même si, comme mes collègues l'ont dit, il sait très bien qu'il ne peut pas le faire lui-même, tout seul. Et donc, son plan, c'est d'embarquer les Américains pour finir le travail. Mais ceci dit, il y a quand même cette idée de changement de régime qui est quand même un phénomène extraordinaire qu'on n'avait pas vu depuis 2003. On pensait que l'affaire de 2003 avait guéri. L'affaire de 2003, donc rappelez, c'est effectivement l'invasion américaine de l'Irak à l'époque. Avec le prétexte de supprimer des armes nucléaires qui n'existaient pas et l'intention de changer le régime irakien. Et donc là, on retrouve le même prétexte, mais là, cette fois-ci, évidemment, le programme nucléaire iranien est beaucoup plus avancé, même si tous les experts disent qu'ils n'en étaient pas quand même au point de ce qu'on appelle la weaponisation. Donc, ils n'étaient pas sur le point d'acquérir l'arme nucléaire. Donc, il n'y avait pas cette urgence absolue que met en avant M. Netanyahou. Et donc, il y a quand même un remake de 2003, les États-Unis contre l'Irak, cette fois-ci sous l'angle Israël contre... Donc, vous y voyez un point de bascule ? C'est évident que c'est un point de bascule. Mais maintenant, on est en France, on ne va pas se disputer sur des questions sémantiques de vocabulaire. Mais quand même, il y a un changement de nature dans le dessein d'Israël à l'égard de la région, et qui résulte de la position hégémoniaque, les positions d'hégémonie que les Israéliens ont acquises au fil des mois depuis le 7 octobre. Alors sur le nucléaire iranien, on va écouter justement Raphaël Grossi, le patron de l'AIEA. Rien n'indique qu'une attaque physique ait été menée contre la salle souterraine en cascade qui contient une partie de l'installation pilote d'enrichissement du combustible et de l'installation principale d'enrichissement de combustible. Toutefois, la perte d'alimentation électrique de la salle des cascades pourrait avoir endommagé les centrifugeuses qui s'y trouvent. Adel Bakawan. Donc ça a été endommagé, c'est ce qu'il dit. Et j'imagine qu'il parle du site d'enrichissement de l'uranium à Natanz. C'est ça dont parle à votre avis le
le patron de Oui, l'AIEA. en fait, lorsque j'ai parlé de bascule, moi j'ai parlé de ce qui se passe ici et maintenant. Et non pas, bien évidemment, le 7 octobre, c'est une rupture dans l'histoire du Moyen-Orient. Le 7 octobre est un point de bascule. Exactement. Mais là, la question, c'est est-ce que ce week-end était aussi un point de bascule? Non, ça non. Donc là, vous dites non. On est dans cette logique-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, pourquoi on est dans cette continuité? Tout simplement, dans l'imaginaire du gouvernement israélien, le premier responsable du 7 octobre n'est pas le Hamas. Le Hamas a certes exécuté le massacre collectif des Israéliens, mais le premier responsable, c'est la République islamique d'Iran. En attaquant le Hamas, le djihad, le Hezbollah, les milices irakiennes, le régime syrien, les Houthis au Yémen, c'était dans l'objectif de la préparation de cette attaque-là contre la République islamique d'Iran. Et cela n'est pas nouveau. Depuis 40 ans, Israël considère l'Iran comme la République islamique d'Iran et non pas l'Iran. Je fais toujours la distinction entre l'Iran, la grande civilisation, la grande histoire, la grande tradition et le régime islamique. Et donc c'est logique que Netanyahou dise qu'il veuille tuer l'ayatollah Khamenei. Oui, est-ce que, par exemple, l'assassinat, et je m'arrête là tout de suite, le changement de régime, pourquoi en assassinant, par exemple, Ali Khamenei, c'est tout à fait faisable, mais il faut faire la distinction entre ayatollah Khamenei qui est à la tête d'un État, d'un grand État, et Hassan Nasrallah à la tête d'une organisation milicienne. Il est à la tête du Hezbollah. Voilà, du Hezbollah. Nous n'avons aucune garantie que l'assassinat de Khamenei conduit automatiquement au changement de régime. Le changement de régime ne peut être que de l'intérieur, par les Iraniens, avec les Iraniens. Et pour rebondir à une seule phrase, et je m'arrête là, c'est que les Occidentaux ont parfaitement intériorisé la leçon irakienne. Aucun pays, ni les États-Unis d'Amérique, ni les pays européens, est prêt d'envoyer une armée en Iran pour occuper le pays. Baher Akrami, là-dessus, justement. Oui, les Occidentaux, ils l'ont très bien intégré, mais Israël a quand même attaqué l'Iran, donc et souhaite quand même ce régime change. Et comme le disait monsieur, ils sont en train de partir pour une guerre totale. Après, pour répondre à votre question, effectivement, si on assassine l'ayatollah Khomeini, on l'assassine. Remplacé par quelqu'un d'autre, c'est tout. Ça, il sera remplacé par quelqu'un d'autre. Et puis en plus, derrière, on ne sait pas du tout ce qu'il y aura. Il y aura peut-être... il y a d'autres factions, en fait, à l'intérieur du régime, ils sont pas d'accord entre eux. Donc, ça peut être le chaos. C'est pas, on n'enlève pas quelqu'un et puis après, on met quelqu'un d'autre à sa place. Ça marche pas comme ça. Après, la question qui était aussi, oui, tout ça, ça fait 45 ans, en fait. Ça fait depuis le début de la République islamique, en fait, que Israël ne veut plus voir la République islamique parce que dès l'avènement de la République islamique, ce qu'a dit la République islamique, c'était nous, ce qu'on veut, c'est éradiquer l'État d'Israël. Donc, c'est sûr que ça partait mal pour avoir de bonnes relations, quoi. Donc, c'est certain. Mais après, la question, c'est aujourd'hui, pourquoi ? Et parce que vous avez demandé, oui, est-ce que ça justifie qu'on assassine? Surtout, en fait, il n'y a plus de droit international aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'un État ne nous convient pas, en fait, et quand bien même ça soit la République islamique, on décide de l'attaquer unilatéralement comme ça. C'était la question, je crois que c'était par rapport à la logique de Netanyahou. Est-ce que finalement il est dans la même logique en quelque sorte? Mais évidemment que c'est pas logique de tuer un chef d'État. Mais pour Benyamin Netanyahou, ça l'est. Si on reprend... Pour lui, dans sa logique à lui, c'est l'ennemi absolu. Ouais. Mais on voit parfois... Il demande d'ailleurs aux Iraniens de se soulever contre le régime, de profiter de ce moment pour justement se soulever contre le régime. D'ailleurs, on se demande si parfois il y a une compréhension réelle ou s'il y a une présomption de ce qu'ils pensent que les Iraniens vont faire, ils croient comprendre. Parce que parfois, par exemple, qu'on voit les messages qui sont annoncés, par exemple, le fait de dire aux personnes de quitter leur quartier. On a vu que notre correspondant nous a dit, moi je n'ai pas du tout vu ce message. Il nous a dit, alors que dans les médias israéliens, les officiels israéliens disent oui, on a envoyé ce message, tous les Iraniens de tel quartier savent qu'ils doivent partir. Et notre correspondant nous a dit pas du tout, on n'a pas accès à ce réseau-là, on n'a pas accès à ces messages. Et du coup, parfois, il y a aussi, alors est-ce qu'il y a une incompréhension ou est-ce que c'est un jeu de communication? Pas très clair, mais en tout cas, oui, je suis d'accord que Netanyahou a vu tout ceci et aujourd'hui, il a pu mener ses opérations de façon moins chaotique pour Israël parce que le Hezbollah n'est plus là pour agir, parce qu'il a agi d'abord contre le Hezbollah. Vous savez, en attaquant la République islamique d'Iran, il y a un risque réel à fédérer
toutes les catégories sociales opposées au régime, autour de ce régime, encore une fois. C'est exactement ce qui s'est passé dans d'autres contextes. Au moment où il y a un grand mouvement de contestation en Iran, tous les jours, attaquer les civils, le sang qui coule dans les immeubles qui tombent, etc. Ça peut faire revenir le nationalisme iranien, comme ça a été le cas dans les années 80 pendant la guerre. Donc ça peut avoir l'effet inverse, en fait. Ça peut, mais je pense que, parce qu'en fait, c'est oublier le mouvement Femmes, Vie, Liberté qui a eu lieu il y a 3 ans avec la mort de Mahsa Amini. Et la société iranienne, elle a quand même vachement évolué ces dernières années. Donc, penser que effectivement ça peut les civils iraniens effectivement ils vont être plus opposés à Israël, ça c'est sûr, mais par contre est-ce qu'ils vont se mettre derrière le régime? Franchement, ça j'en doute fort. Je pense qu'on n'en est plus là, en fait. C'est un risque qui existe, mais je pense que vraiment c'est mal connaître la société iranienne et ses évolutions récentes que de dire que en fait ils vont. Mais par contre, c'est sûr que moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que les Iraniens, la grande majorité des Iraniens n'a rien contre Israël. Ça, il faut le savoir. Ça, c'est sûr. Oui. Donc, les Iraniens, ils n'ont rien contre Israël. Et en plus, même là, quand il y avait la guerre à Gaza, je peux vous dire qu'un des peuples qui est le moins on va dire, solidaire avec les Gazaouis, c'est bien les Iraniens. Donc, ils étaient plutôt proches. Donc, la population était plutôt proche d'Israël. Mais là, effectivement, se faire bombarder, recevoir des messages, et d'ailleurs, c'est très juste ce que vous avez dit, parce que nous, nos proches, c'est nous, ici en France, qui leur disons que nous avons reçu, qu'on voit ces messages sur Internet et qui leur disons allez vous cacher, alors que eux, ils voient pas ça. Michel Duclos, donc si effectivement il y avait un assassinat de Ali Khamenei, si le régime tombait comme le souhaite Netanyahou, quelle serait la probabilité que ça soit plutôt le chaos en Iran, qui est effectivement un changement de régime installé? D'ailleurs, ça serait qui? Bref. Alors, il a tout de même des soutiens encore, ce régime. Il tient toujours. Peut-être une ou deux choses. D'abord, c'est vrai que les Israéliens connaissent très bien le pays iranien. Ils connaissent très bien la société, les mécanismes de pouvoir. Ils ont infiltré quand même beaucoup de gens. Alors, il y a des infiltrations, effectivement, d'Iraniens pro-israéliens au sein en Iran. On peut faire crédit au gouvernement israélien qui sait de quoi il parle. Mais ceci dit, les Russes se sont fait beaucoup d'illusions aussi sur... ils croyaient bien connaître l'Ukraine. Donc, dans ce domaine-là, il faut rester prudent. Ensuite, ça peut être un changement de régime, mais qu'est-ce qui leur garantit que ce sera un régime qui sera plus facile à gérer que le régime des mollahs? Vous savez, en Iran, c'est un grand pays. Dans l'État, il y a des gens, des cadres de toutes sortes, finalement, qui sont parfois pas d'accord. Beaucoup de gens pensaient que la succession de Khamenei, ce serait des gardiens de la Révolution, par exemple. Auquel cas, on aurait un régime qui serait peut-être, sur la question des femmes, etc., serait beaucoup plus éclairé que les mollahs, mais qui ne serait pas pour autant un régime prêt à céder à Israël ou à l'Amérique sur la question nucléaire ou sur d'autres questions. Puis troisièmement, notre expérience quand même, l'Irak, la Libye, tant d'autres exemples, c'est que c'est le chaos. Et ce qui m'a frappé dans les premières frappes israéliennes, c'est la répartition des frappes, par exemple sur Tabriz, comme s'il s'agissait de faire un clin d'œil aux populations locales pour dire « révoltez-vous ». Alors effectivement, il peut très bien y avoir, comme par miracle, un autre État qui se substitue au régime actuel, et qui encore une fois ne sera pas pour autant plus souple à l'égard du monde extérieur, mais il peut aussi y avoir une situation de chaos, comme on l'a vu dans beaucoup d'autres pays. Adel Bakaoui, sur cette situation de chaos, vous qui êtes irakien en plus, est-ce qu'il peut y avoir une sorte d'effet de contagion? C'est le chaos qui démarre en Iran, ensuite ça touche l'Irak, il y a les proxys, il y a les Houthis au Yémen, tout ça, ils sont tous affaiblis, mais enfin, est-ce qu'ils sont encore là? Enfin, est-ce qu'on est effectivement dans un scénario plus probable de chaos, si effectivement... À l'échelle moyen-orientale? Oui. À l'échelle moyen-orientale... On reprend le titre de votre livre, la décomposition du Moyen-Orient. À l'échelle moyen-orientale, je l'ai déjà dit, l'Iran n'a jamais été aussi seul. Avant le 7 octobre, l'Iran avait des amis très très solides à la frontière israélienne. Déjà la Syrie, le régime Assad
était le cœur battant de l'axe de la résistance. Par la Syrie, on allait au Liban, on contactait le monde arabe, on passait par le... Donc là, le cœur ne bat plus. La Syrie est définitivement dans le camp occidental, notamment depuis la rencontre avec Donald Trump, Ahmed Shara. Le Hezbollah décapité. Le gouvernement actuel libanais, c'est un gouvernement qui souhaite vraiment désarmer le 20% des armes de Hezbollah qui restent. Le Hezbollah n'a pas tiré un seul missile contre Or, la République islamique d'Iran a dépensé des milliards et des milliards dans l'armement, l'entraînement, la formation de Hezbollah. Les milices irakiennes, moi, selon mes informations, les cadres dirigeants des milices irakiennes ont quitté le pays. Désormais, ils sont en Iran en pensant qu'en Iran, ils seront à l'abri, mais désormais, personne n'est à l'abri. Autrement dit, le risque d'un embarrassement régional. Moi, vous me connaissez, combien je suis pessimiste. Mais là, à ce niveau-là, je pense que le terrain moyen-oriental, aucun pays est prêt à s'engager aux côtés du régime contre Israël. Un mot sur les États-Unis, justement. Est-ce qu'il n'attend pas... Finalement, Shirley, quelle est la stratégie de Netanyahou? C'est justement de pousser Donald Trump. Pour l'instant, on ne sait pas très bien, d'ailleurs, ce qu'il souhaite. Il est au G7 au Canada. La dernière déclaration de Trump, c'est de dire que les Iraniens doivent négocier et que Poutine doit être le médiateur. Voilà la dernière déclaration de Trump. Est-ce qu'il pourrait participer à ce conflit du côté d'Israël? En fait, on voit que Donald Trump souffle le chaud et le froid. Il dit beaucoup de choses contradictoires d'un jour à l'autre. Parfois, il menace. Par exemple, il utilise, au départ, il a dit aux Iraniens, acceptez maintenant l'accord parce que sinon, ce qui arrive sera bien pire. Ce qui arrive de la part d'Israël sera bien pire. J'ai l'impression que Benjamin Netanyahou veut continuer jusqu'à ce que peut-être que Trump décide de rejoindre ce combat, peut-être, ou alors jusqu'à ce qu'il accepte certaines frappes que Donald Trump, pour l'instant, interdit aux Israéliens de faire, ou alors jusqu'au moment où la pression sera tellement forte, les menaces seraient tellement fortes sur les dirigeants iraniens qu'ils acceptent de faire des concessions dans leur programme nucléaire que ces dirigeants n'avaient pas fait jusqu'à maintenant. Je pense qu'il attend parce qu'il espère avoir de meilleurs, selon son calcul à lui, avoir de meilleurs résultats selon ce qu'il espère. Mais en Israël, il y a d'autres personnes qui disent aussi que ça peut ça peut mal tourner, surtout si des habitants sont touchés. Il y a de plus en plus de critiques. Donc il faut vraiment réfléchir aussi à comment on sort de cette situation. Donc c'est complexe. Mais oui, j'ai l'impression que Netanyahou veut rester et continuer à frapper tant qu'il n'a pas un résultat probant et total, qu'il a un résultat concret en tout cas face au régime iranien. Et quel peut être ce résultat concret justement? Est-ce que c'est la mort de Ray Khamenei? Est-ce que c'est ça son but en fait? Il veut soit avoir un nombre, que l'Iran se dise bon, je négocie, j'arrête, c'est moi qui vais arrêter les frappes. Vous dites non, monsieur l'ambassadeur, non. Moi, je pense que Netanyahou préférait que le régime iranien ne rejoigne pas les négociations, que les choses aillent de plus en plus mal pour lui, qu'il y ait un changement de régime, que les Américains... Et que les Américains rejoignent, que Trump décide donc de participer. De participer pour éliminer... notamment les stations de Fordo. Mais il y a une division. C'est ça le schéma clairement le schéma de Netanyahou. Pour moi, il veut rester au maximum en espérant que Trump va rejoindre. Accessoirement, dans ce scénario, il précipite les élections, il dissout le Parlement et il se fait réélire triomphalement. Il y a aussi, qui est Netanyahou, là, vous dites? Netanyahou, oui, c'est un homme politique. Il ne peut pas ne pas écarter complètement cette hypothèse. Bien sûr. Maintenant, du côté de Trump, je vous interromps, on va l'écouter justement, parce qu'il s'est exprimé. Est-ce que Trump va entrer dans ce calcul? Ça, c'est moins sûr. On va l'écouter au Canada, donc, c'est le G7. Ils aimeraient parler, mais ils auraient dû le faire avant. J'avais 60 jours et ils avaient 60 jours aussi. Au 61e jour, j'ai dit nous n'avons pas d'accord. Ils doivent conclure un accord et c'est douloureux pour les deux parties. L'Iran n'est pas en train de gagner cette guerre. Ils devraient parler, ils devraient négocier immédiatement avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, Michel Duclos. Donc, il souhaite négocier. Donc, Trump a ceci de particulier, il pense que c'est toujours le camp le plus faible qui doit se rendre. En réalité, quand il dit négocier, il veut dire se rendre. Et après tout, c'est pas totalement impossible. Araghchi, le ministre des Affaires étrangères iranien, a fait des déclarations laissant entendre qu'il est prêt à revenir à
à la table de négociation. Il y a un article du Wall Street Journal qui... Je dois dire que ce que j'ai écrit moi-même, c'est que les Iraniens ont mal calculé, parce que là, en ayant une position dure dans les dernières rencontres avec les Américains, ils prenaient un risque considérable, naturellement. Parce qu'ils sont affaiblis ? Pardon ? Parce qu'ils sont affaiblis, ils prenaient un risque considérable parce qu'ils sont déjà affaiblis. Et donc... Voilà, le rapport de force leur était de plus en plus défavorable. C'était clair que s'ils n'étaient pas capables d'apaiser Trump, ça se terminerait mal pour eux. Et donc là, est-ce qu'ils peuvent rattraper le coup et envoyer des signaux très clairs à Trump qui sont prêts à faire un deal, selon son expression ? Et à ce moment-là, effectivement, c'est absolument affreux pour nous que Poutine se mêle de cette affaire, naturellement. Mais c'est vrai que Poutine peut dire aux Iraniens, c'est votre intérêt. Et donc, céder. Là, en même temps, je ne suis pas complètement certain que Poutine se précipitera, parce que pendant ce temps-là, le prix du pétrole augmente et le déficit russe est en train de se réduire. En même temps, c'est un grand danger pour Poutine ce qui se passe, parce qu'il a perdu son allié historique stratégiquement parlant au Moyen-Orient, à savoir le régime syrien. Les relations, jamais la Russie perd l'Iran, c'est-à-dire l'Iran, la Russie n'aura plus de relais au Moyen-Orient. Non, les relations entre la Russie et l'Iran ont toujours été empreintes de méfiance. Les Iraniens attendaient beaucoup de matériel militaire russe qui n'est jamais venu. Et les pro-russes à Téhéran étaient quand même minoritaires. Et à Moscou, on exploite la situation, mais sans état d'âme. S'il faut sacrifier un pion en échange d'avantages beaucoup plus importants, ils n'hésiteront pas une seconde. Un mot justement sur les risques d'embrasement tout de même. Est-ce que les Iraniens, Adel Bakawan, pourraient par exemple décider de fermer le détroit d'Ormuz où passe 20% du trafic pétrolier mondial, et ça pourrait avoir un impact dévastateur? Mon hypothèse, c'est que les Iraniens ne passeront pas par cette option-là. Pourquoi ? Parce que le plus gagnant de cette affaire-là, c'est leur allié historique, à savoir les Chinois. Les Chinois seront vraiment les premiers perdants si jamais ils ferment le détroit d'Ormuz, numéro 1. Numéro 2... Et les Chinois font pression sur eux, donc c'est ça que vous voulez dire? Je ne sais pas s'ils font pression, mais les Iraniens sont suffisamment intelligents, pragmatiques, pour pouvoir calculer les choses. Alors donc, il y a deux facteurs qui peuvent provoquer les Américains. Fermer par exemple le détroit d'Ormuz, là les Américains peuvent intervenir. Et le deuxième, comme j'ai dit, si jamais l'Iran prend le risque en attaquant les bases militaires américaines. Mais par rapport à la Russie, je vais encore rebondir. Vraiment, la Russie ne pourra pas... Poutine, c'est pourquoi il se propose comme intermédiaire. Hein. C'est un des rares acteurs qui parle encore à la fois à Ali Khamenei et à Benjamin Netanyahu. Bien sûr, avec des difficultés. Hein. C'est pourquoi je pense que les intérêts géopolitiques, stratégiques de la Russie ne donnent pas le luxe à Poutine de laisser que le régime tombe. Côté iranien, justement, est-ce qu'il pourrait aller jusqu'à fermer le détroit d'Ormuz, à votre avis? Je ne sais pas s'il pourrait aller jusqu'à fermer le détroit d'Ormuz, mais en fait, moi, là, il y a quand même un truc qui m'interpelle dans ce débat. C'est que, on parle de régime change, mais en fait, si Netanyahou avait vraiment, ou si les Occidentaux voulaient vraiment un changement de régime en Iran, il y avait d'autres solutions que de bombarder, en fait, le pays et notamment la population civile. Ça, je crois qu'en fait, on ne le dit jamais assez, mais c'est la base, quoi. Quelles autres solutions, d'un point de vue diplomatique, une pression, enfin, c'est quoi d'un point de vue, oui, de la même façon que pendant la guerre, au démarrage de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, on a pu mettre des sanctions ciblées sur les dirigeants, les oligarques russes et bloquer des fonds et faire des choses comme ça. Ils auraient pu faire la même chose. Mais il y a eu des sanctions tout de même. Hein. Non, il y a eu des sanctions, mais sur la population, mais il n'y a pas eu des sanctions sur les avoirs des hauts dignitaires du régime qui ont tout leur argent aux États-Unis notamment et au Canada. Ces sanctions ciblées-là, elles n'ont pas été mises en place. Au niveau de l'ONU,
on n'a pas soutenu l'opposition et le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Il n'a pas été soutenu comme il aurait dû. Donc, en fait, il y a une hypocrisie aussi. Là, on débat de sauver, de régime change et d'aider les Iraniens, parce que c'est un peu ça la musique aussi. On va aider le peuple iranien à se défaire des mollahs. Mais enfin, si on voulait le faire, il y avait beaucoup d'autres solutions avant ça. Il y en avait énormément. Donc, aujourd'hui, parler de savoir s'ils ont le nucléaire ou pas, je pense que c'est pas la priorité non plus de la population. Et à la fin, en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est la population qui va en pâtir. Parce que, en plus, comme vous disiez, le fait que peut-être ils vont retourner à la table des négociations. Donc, ok, très bien, ils vont retourner à la table des négociations. Le régime va capituler, mais après, derrière, qu'est-ce qui va se passer ? Il va continuer à opprimer sa population. Et donc, pour la population, rien n'aura changé. Shirley Sidbon, intéressant tout de même. Est-ce que ça va durer ? Est-ce qu'on est dans quand même une logique d'escalade et finalement, ça va durer ? La capacité iranienne est bien moindre que la capacité israélienne. On a vu quand même sur le rapport des forces, Israël est bien au-dessus. Mais est-ce qu'on est en plusieurs semaines, plusieurs mois ? Difficile de le savoir, ça dépend de l'évolution de la situation. Alors, je vais peut-être rebondir. C'est vrai qu'on a vu qu'il y avait un soutien très limité en fait à ce mouvement. C'est vrai. Mais est-ce que Netanyahou lui-même, enfin, je ne sais pas, est-ce que lui, il aurait pu faire... Lui, il milite depuis 30 ans pour avoir des sanctions ciblées et toutes les sanctions possibles. Donc, je ne sais pas si lui, il voyait d'autres options en ce qui concerne son action à lui. Mais en effet, on ne sait pas. C'est vrai que on a l'impression qu'il y a des jeux à la fois de menaces et qu'il y a encore des frappes, que chacun a encore des choses qu'il peut cibler. On dirait que chacun essaie de sortir de cette guerre avec la main haute. Mais voilà, plus le temps passe, plus la situation est chaotique. C'est juste qu'en fait, il faut juste rappeler que cette guerre, malgré ce qu'on peut nous présenter parfois, elle vise pas à protéger en fait une population en fait. C'est surtout ça quoi. Parce que c'est géostratégique, c'est géopolitique. Il y a ça en fait. Revenons aussi à pourquoi Trump a attaqué la veille de justement la conférence à l'ONU sur la reconnaissance de l'État palestinien. Ça aussi il faut le souligner. Ensuite pourquoi ? Parce qu'on parlait de plus en plus de Gaza aussi. Il y a aussi ça. Après c'est vrai que le régime était affaibli, donc ça aussi ça faisait une fenêtre de tir, parce que notamment aussi de l'intérieur, les Iraniens depuis 45 ans, ils n'en peuvent plus de ce régime. Donc effectivement, au bout d'un moment, il y a des gens qui sont allés, qui sont devenus des espions pour le Mossad, etc. Donc en fait, il y a tout ça aussi. Mais Israël, il en fait une question existentielle finalement, monsieur l'ambassadeur. C'est ça ce que dit Netanyahou. Oui, c'est ce qu'il dit. Peut-être que c'est la perception des Israéliens, je ne sais pas. D'en faire une question existentielle. On a quand même l'impression, si vous voulez, que les Israéliens ont certainement une responsabilité importante dans le 7 octobre, puisqu'ils armaient le Hamas et le Hezbollah. À partir du moment du déclenchement du conflit, ils ont quand même pas joué un rôle considérable. Donc on ne peut pas dire... L'Iran. Non, l'Iran. Oui. L'Iran n'a pas... vis-à-vis du Hezbollah et du Hamas, extraordinairement soutenu, envoyé des armes, aggravé la difficulté pour les Israéliens. Je ne dirais pas qu'ils... Ça, c'était une tactique de leur part, je ne dirais monsieur l'ambassadeur, j'imagine. Non, mais je ne dirais pas qu'ils ont fait le service minimum, parce que c'est plus compliqué que ça, etc. Mais on n'avait pas l'impression qu'ils étaient fanatiquement impliqués dans Non, mais en revanche, il était question de l'augmentation de la capacité d'enrichissement de l'uranium à ce moment-là. Mais ça, c'est autre chose. C'est la survie du régime. C'est autre chose. Enfin, là encore, je ne vais pas défendre l'Iran, mais enfin, c'est quand même M. Trump qui a cassé le dernier président qui a menacé. Le dernier président arabe qui a menacé Israël d'être rayé de la terre. Avant Ahmadinejad, c'était Saddam Hussein. Je me souviens, j'étais un petit gamin, la bombe était dans sa main gauche. Il disait, si jamais Israël nous attaque, avec cette bombe-là, je vais brûler la moitié. Et l'ancien président iranien, enfin de la République islamique d'Iran, a dit clairement devant toutes les caméras du monde que
Israël doit être rayé de la terre. Je connais peu de présidents respectables, acceptables. Vous êtes quand même à la tête d'une grande puissance moyen-orientale. Ce n'est pas le Koweït, ce n'est pas le Qatar, 300 000 habitants, c'est quand même 85 millions d'habitants. C'est une grande civilisation. Vous apparaissez devant toutes les caméras du monde et vous dites Israël doit être rayé. Et vous tentez d'avoir accès à la bombe nucléaire. Je voulais dire, le problème n'est pas Netanyahou, n'est pas uniquement Netanyahou, c'est l'imaginaire collectif, politique, diplomatique et même social israélien qui considère la République islamique d'Iran comme un ennemi existentiel. À juste titre. Absolument, absolument. C'est pourquoi, et pas seulement Israël, mais aussi l'Europe, mais aussi l'Occident. Vous voyez, quand il s'agit d'Iran, l'Iran fédère l'ensemble des Occidentaux, mais Gaza divise. Sur Gaza, on n'est pas d'accord, on critique Israël, l'image d'Israël est profondément entachée, mais dès que ça concerne l'Iran, même le président Macron, le plus farouchement opposé à Benjamin Netanyahou, dans sa conférence de presse, dit clairement que nous sommes engagés à protéger la sécurité d'Israël. Après, il y avait une différence, effectivement, entre Benjamin Netanyahou au moment des négociations du JCPOA, qui lui a toujours refusé de négocier. Il a toujours refusé ces négociations à plusieurs sur le nucléaire iranien, Shirley Sidbon. Donc, évidemment, Trump en est sorti. Ça a aussi facilité. Oui. Netanyahou a toujours une obsession. Trump espère avoir un meilleur accord maintenant, un accord qui ne permettrait pas d'enrichissement, qui est du tout de la part des Iraniens. Et c'est ce qu'ils ont dit à plusieurs reprises. On peut vous fournir de l'uranium enrichi, mais on souhaite signer avec vous un accord où vous n'aurez pas le droit d'en l'enrichir vous-même. Et les Iraniens qui disaient non, c'est une ligne rouge, nous on a ce droit, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas ce droit? Enfin, c'est ce qu'ils disaient. Et la veille de l'attaque israélienne, l'Agence internationale de l'énergie atomique, on dit que les Iraniens ont enfreint leurs obligations dans le traité de non-prolifération nucléaire. Donc du coup, d'ailleurs, il y a eu des accusations de la part de l'Iran en disant que l'AIEA a joué peut-être un rôle dedans, il y a une déclaration, même des Russes. Mais les services américains disaient qu'ils n'étaient pas sur le point d'acquérir la bombe. Non, pas tout de suite, mais en fait, en Israël, il y a le débat. Est-ce qu'il fallait le faire avant? Est-ce qu'il fallait attendre? Il y a très peu qui disent qu'il fallait attendre le jour où ils auraient la bombe pour attaquer. Ils disent là, ils avaient une opportunité. Et donc, ils ont saisi cette opportunité. Certains disaient qu'ils auraient dû le faire avant, parce que l'Iran s'est préparé. Ils savaient que ça arrivait. Ça fait 20 ans que Netanyahou lui-même prépare cette option. Et donc, les Iraniens ont préparé. Il y a des centrifugeuses qui sont bien profondément, dans différents endroits. Donc, impossible pour Israël de détruire ce programme. Mais là, on est dans un concept de guerre préventive. C'est ça, M. Exactement. Donc, je rappelle que la tradition de la France, c'est quand même de blâmer la guerre préventive. Quand même, est-ce que vraiment, même, j'entends bien l'argument, les Israéliens dans leur ensemble peuvent ressentir une menace existentielle, je le comprends parfaitement. Est-ce que ça ne pouvait pas attendre 8 jours? Est-ce que vraiment, ils ne pouvaient pas donner une dernière chance aux négociations irano-américaines qui devaient s'ouvrir à Oman dimanche soir? C'est quand même troublant, cette façon de précipiter les choses. Je pense que la réalité, c'est plutôt dans les calculs de M. Netanyahou, qui probablement se méfie un peu de Trump. Il avait sans doute peur que ces négociations marchent trop bien. Et encore une fois, il veut embarquer l'Amérique et sans doute les Occidentaux dans un combat qu'on peut qualifier de comme on veut, peu importe, mais qui n'est quand même pas celui des pays pour lesquels le droit international exclut l'attaque préventive. Merci Michel Duclos, Adel Bakawan, Bahareh Akrami, merci Shirley Sidbon, merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux, également en podcast. Et je vous dis à demain.